Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes confinés sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Isabelle Attard, ancienne députée écologiste et auteure du livre « Comment je suis devenue anarchiste ». Bonjour Isabelle Attard. Bonjour. Merci de prendre ce moment avec moi pour évoquer ce que cette période de crise sanitaire révèle de notre société, de notre monde, et puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. On est là, il me semble, dans la 4e semaine de confinement. Je voulais d'abord savoir dans quel état d'esprit vous êtes ces jours-ci, et puis est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète particulièrement à ce stade de la période? Une des inquiétudes qui est vraiment liée à l'aspect sanitaire, c'est plus de voir un énorme relâchement de tout le monde sur ce confinement. Et je pense qu'on doit faire attention parce que justement, le but, c'est qu'on en sorte vite. Et on verra après pourquoi faire. Mais le but, c'est qu'on en sorte vite et pas qu'on se repaye une deuxième vague de personnes infectées et de personnes qui vont mourir. Donc, je suis assez frappée de ce relâchement de tous qui va, en réaction en domino, provoquer peut-être une vague encore plus sécuritaire par derrière. Et ça m'inquiète bien plus. Et je dirais même plus que le virus. C'est la loi sur l'état d'urgence sanitaire, qui a été votée en toute urgence avec aucun débat possible, aucune vraie prise de conscience, et qui casse de manière très forte le code du travail. Je ne sais pas si on va sortir d'un virus pour enchaîner à 60 heures par semaine pour certains. Je trouve ça totalement inhumain. C'était ce que Emmanuel Macron souhaitait depuis très longtemps et ses prédécesseurs également. Mais là, je pense que l'occasion lui a été donnée pour finir la casse du code du travail. Donc ça, c'est la première étape. Un autre sujet d'inquiétude majeure. Et puis, sur les modes de surveillance de la population qui sont testés aujourd'hui grâce au coronavirus. Et je dis bien grâce. Que ce soit le drone, et encore, c'est peut-être pas le pire. Je pense plutôt à l'application que j'espère on ne nous obligera pas de mettre sur nos téléphones pour pouvoir nous suivre en permanence. Il n'y a aucun exemple, et là c'est l'ancienne députée qui parle, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de procédés sécuritaires qui ont été ensuite abolis directement une fois la crise passée. Et je constate une très grande naïveté sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui imaginent qu'il faut faire confiance au gouvernement et que toutes les données personnelles qui auront été collectées ou toutes les méthodes qui auront été utilisées disparaîtront dès que nous serons sortis de crise. Ça n'a jamais été le cas. Il y a toujours eu un détournement des mesures sécuritaires de prise. On nous dit que c'est pour lutter contre le terrorisme. En fait, c'est pour lutter contre les militants écologistes et tous ceux qui sont anti-système. À partir de ça, je pense que les gens devraient être beaucoup plus méfiants et vigilants. C'est pas comme si on avait énormément de raisons de faire confiance aussi au gouvernement et en ses paroles, quoi. Non, c'est ça. Je pense qu'on a une vraie démonstration de ce que peut produire un système capitaliste aujourd'hui où finalement les seules raisons d'espérer ou les belles choses que l'on voit sont celles émanant de la population directement, des initiatives locales, des ultra-locales comme un quartier ou des jeunes dans un quartier qui vont aider des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Tous ces exemples-là, en fait, que j'ai et que je vois jour après jour, sont des exemples hors gouvernement. On sort des institutions et on voit comment les gens s'organisent eux-mêmes pour résoudre des problèmes liés à cette crise. Et cette gestion de crise, on voit les limites des États-nations, on voit les limites des gouvernements pour la gérer au mieux. Et on voit sur le côté, en parallèle, on va dire, des citoyens qui s'organisent par eux-mêmes et qui, pour le coup, c'est ça qui donne de l'espoir.
par rapport à l'incurie totale liée à cette crise. Et vous avez raconté dans votre livre comment vous êtes devenu anarchiste après avoir vu de l'intérieur le fonctionnement de notre système démocratique et ses problèmes, sa profonde corruption et son incapacité à gérer les crises qui nous menacent et notamment les urgences écologiques. Du coup, du point de vue de ce système démocratique, comment vous voyez la situation actuelle ? J'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai la grande sensation que ça donne de l'eau à mon moulin et que ça confirme tout ce que j'ai pu écrire, de ce que j'ai pu vivre aussi dans les années précédentes et de ce que j'ai pu écrire dans le livre, de l'incapacité d'un État à agir pour l'intérêt général et pour le bien commun, mais uniquement pour servir des intérêts des capitaux financiers, des multinationales ou des fabricants pharmaceutiques. Et c'est cette inutilité du Parlement, je pense que tout le monde l'a perçue aujourd'hui. Enfin, j'espère. S'ils ne le perçoivent pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Quand des lois aussi importantes sont passées avec si peu de personnes, avec si peu de discussions et une soi-disant union nationale qui n'est là que pour masquer une incapacité du gouvernement à agir. Dans le livre « Comment je suis devenue anarchiste », en fait, c'est plutôt, j'aurais dû appeler ce livre comment je me suis rendu compte que j'avais toujours été anarchiste. Ce serait beaucoup plus juste, mais ça rentrait pas dans la page de couverture. C'est vraiment une réflexion liée au fait que voilà, une fois le premier mandat passé, je n'ai pas été réélue. Ça permet de réfléchir et d'avoir du recul sur nos institutions, leur fonctionnement, notre histoire politique. Je suis historienne et archéologue à la base. Malheureusement, j'ai l'impression d'avoir appris l'histoire mondiale du 19e et 20e siècle avec un regard biaisé totalement. Et c'est grâce aussi à des documentaires, à des lectures que j'ai pu prendre conscience, on va dire, finalement de l'importance des idéaux et de la philosophie anarchiste pour être optimiste, pour s'en sortir, pour se passer de l'État et pour que notre devise de liberté, égalité, fraternité soit vraie. Voilà, ce ne soit pas qu'une façade sur le mur des écoles ou des mairies. Mais justement, là, on entend quand même beaucoup en ce moment, puis je pense que c'est aussi pour ça que finalement la loi d'urgence et la façon dont elle a été mise en place n'est pas si contestée ça. On a l'impression que dans des moments de crise telles que celles qu'on vit en ce moment, il n'y aurait que des pouvoirs autoritaires qui pourraient agir. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un régime meilleur que les autres dans ce genre de situation ? Bah oui, justement, je pense que les gens peuvent se rendre compte par eux-mêmes aujourd'hui des décisions prises ultra court-termistes, prises presque chaque jour par des États-nations, par des gouvernements qui gèrent, gérer est un grand mot, hein, en voyant ce qui se passe. Par exemple, déclarer le confinement 48 heures après à peine après les élections, le premier tour des élections municipales, je pense que ça a choqué tout le monde. On peut se poser la question de pourquoi avoir maintenu un premier tour dans ces conditions alors que ce gouvernement avait en main toutes les cartes, toutes les connaissances sur ce virus et aurait dû nous protéger davantage. Aujourd'hui, il y a des assesseurs, des présidents de bureau et des élus qui sont décédés pour avoir tenu un bureau de vote ce jour-là. Je trouve ça criminel, tout simplement. Donc, je pense que les gens s'en rendent compte qu'un État n'est pas forcément là pour les protéger, mais qu'il défend quelques intérêts privés plutôt que l'intérêt général. L'intérêt général, ça aurait été de maintenir un stock d'1 milliard de masques dans notre pays au cas où. Voilà, par exemple, et pas ou de donner les budgets suffisants aux hôpitaux de fonctionner au lieu de réduire le nombre de lits et le nombre de postes chaque année davantage. Cette crise met en exergue les incompétences ou les insuffisances d'un État. Après, dans ce qu'on peut proposer d'autre, il y a un film issu d'une bande dessinée qui est fantastique, c'est l'an 01,
on arrête, on réfléchit et c'est pas triste. Là, c'est pas triste. Il faut essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres façons de réfléchir, de s'assembler, prendre des décisions ensemble. Et personnellement, je suis vraiment convaincue que si on avait demandé aux gens de réfléchir avant la crise, à comment on gère une crise sanitaire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, chacun à son poste ou ensemble, qui fait quoi, si ce genre de choses se produit dans notre pays, dans notre région, dans notre ville. On aurait eu des procédures, on aurait pu avoir même des protocoles ou des règles à mettre en place dès le début d'une crise, écrites par les citoyens eux-mêmes. J'en suis persuadée, mais vraiment. Sauf que on est tellement considérés comme des enfants, oui, des personnes incapables de réflexion et que seuls les élus peuvent réfléchir. J'en sais quelque chose. Que on perd même confiance en soi et dans nos capacités de réflexion. C'est triste, parce que moi, je suis convaincue du contraire. Maintenant, il suffit de regarder d'autres exemples ailleurs. Et on a souvent des œillères qui sont des œillères à la fois de l'actualité et des œillères nationales. On a du mal à regarder dans le passé et ailleurs dans le monde ce qui se passe de beau et sur un modèle différent. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'insiste tant sur le Chiapas et surtout sur le Rojava, parce que je pense que c'est une partie du monde où les gens s'organisent à l'échelon communal tout d'abord, et ensuite résolvent des problèmes de plus en plus étendus ou qui débordent des limites territoriales d'une commune, ensuite à l'échelon cantonal ou régional, mais tout ce qui peut être résolu localement l'est. C'est le principe de subsidiarité. Et je trouve que de regarder ce qui s'y passe, toutes les minorités ont droit à la parole et s'expriment, décident ensemble, et ce qui s'y passe est magnifique. J'idéalise pas du tout cette région, je sais ce qui se produit, c'est aussi la guerre, ce n'est pas si facile que ça, mais justement, sur un terrain de guerre avec des bombes et des morts chaque jour, arriver à faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas miraculeux parce que j'utilise pas le mot miracle, mais on devrait se poser des questions nous-mêmes. En fait, on n'a pas abordé justement le sens même du mot anarchie, parce que c'est quand même un des mots les plus dont le sens est le plus détourné, parce qu'il est utilisé en synonyme de chaos, de violence, d'extrémisme, etc. Alors, j'aurais du coup 2 questions. Donc, votre définition de l'anarchie, et puis, est-ce que vous pensez aussi que ce détournement des mots, c'est une façon d'empêcher de penser autrement, finalement? Parce que si on n'a pas de mots pour décrire autre chose, on ne peut pas penser différemment. Et si le seul mot est un mot qui fait peur, on va essayer de l'éviter, ou en tout cas, on va s'en détourner. Donc oui, moi, la définition, l'étymologie est simple, ça veut dire sans le pouvoir, pour anarchia. Pour moi, c'est sans les pouvoirs et sans les dominations associées au pouvoir. Je vais être simple, c'est sans la domination de quelques hommes sur la majorité, sans la domination des hommes sur les femmes ou de l'espèce humaine sur toutes les autres espèces animales. Ça, c'est une abolition de toute cette domination. Et pour moi, c'est primordial, puisque je crois que nous souffrons aujourd'hui partout dans le monde des problèmes de domination et qu'il faut s'interroger sur notre capacité à vivre ensemble sans domination. Est-ce que nous en sommes capables? Moi, je le crois, parce que justement par le passé, nous avons réussi à le faire, que dans certaines entreprises ou coopératives, on arrive à le faire. Et récemment, je me suis interrogée, je vous le disais, par rapport à l'archéologie, qui est mon métier premier, sur l'analyse qui est faite des sociétés néolithiques qui étaient très égalitaires et très matriarcales. Ou en tout cas où l'égalité femmes-hommes était extrême, surtout par rapport à aujourd'hui. Sauf que ces sociétés ont été analysées avec un filtre qui est celui du 19e et du 20e siècle, très patriarcal pour le coup, et où ces sociétés étaient considérées comme des sociétés faibles, ou de sous-hommes ou de sous-femmes, et on les a balayées d'un revers de la main. Et je pense que ça mérite de s'interroger davantage sur le fonctionnement de ces communautés sur des milliers d'années.
le fait qu'elles aient été remplacées par des sociétés guerrières et violentes, montre qu'on n'a pas toujours eu ces sociétés guerrières et violentes, qu'on n'a pas toujours eu ces phénomènes de domination. Et puisqu'on n'en a pas toujours eu, c'est possible de revenir peut-être à une société plus égalitaire et plus libre. Et pour ma part, c'est la seule vision qui me donne envie de vivre et qui me donne envie de me lever le matin et de parler, de discuter, d'apprendre et de transmettre. Voilà, c'est assez simple, je crois, et en même temps assez complexe, puisque c'est un mot qui a été, oui, complètement sali. Les différents pouvoirs, tous les pays ont profité de des quelques bombes qui ont été posées et qui ont explosé à la fin du 19e, début du 20e siècle. Évidemment, tout le monde connaît Ravachol, Auguste Vaillant, ou Berkman et d'autres qui ont posé des bombes et qui n'ont pas fait tant de dégâts que ça souvent. Mais ça a été le prétexte à des privations de liberté. C'est les lois scélérates. Mais les lois scélérates, en fait, il y en a eu dans tous les pays. Quasiment équivalentes pour de lois liberticides par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la liberté de militer, au fichage des militants et de leurs amis. Ça a été très très large, de cette surveillance généralisée de tout militantisme, de tous ceux qui étaient contre la guerre également, parce qu'on approchait de la Première Guerre mondiale. Le but a été évidemment d'associer anarchistes et violence, anarchistes et terroristes, anarchistes et extrémistes. Voilà, aujourd'hui, on en est là. Et si j'ai décidé d'afficher clairement ce mot sur la couverture du livre, c'est parce que pour moi, c'est un mot qui est beau. Le sens est absolument vital. On souffre aujourd'hui du harcèlement, des agressions sexuelles, des violences faites aux femmes. C'est un phénomène de domination. Pour ma part, je pense que la maltraitance animale, notre façon de considérer les espèces uniquement comme des ressources, et non pas comme des espèces qui vivent avec nous dans le même écosystème et sur la même planète, c'est un problème de domination. Notre regard totalement anthropocentré me fait mal, et la domination de quelques hommes qui ont tout l'argent et tout le pouvoir sur tous ceux qui se battent aujourd'hui, les petites mains qu'on découvre à l'aune d'une crise sanitaire. On découvre que les éboueurs sont importants, que les caissières de supermarchés sont importantes et que les infirmières et les aides-soignantes sont en train d'être le seul lien qui nous relie à nos grands-parents ou nos parents dans des EHPAD. Ben moi, je trouve que justement, de revisiter l'anarchie, de relire Malatesta et McGoldman ou Kropotkin avec l'entraide, en fait, ce sont des personnes qui donnent envie de se battre et de se battre pour que tous nous soyons libres. La liberté pour un seul n'est absolument pas l'objectif, c'est la liberté pour tous et c'est l'égalité. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. En ce qui me concerne, je pense que ça mêle justement l'écologie, le respect des autres et le respect du vivant tout simplement. Et c'est porteur d'espoir pour la suite. On voit aussi qu'à chaque fois qu'il y a une de ces initiatives qui émerge et qui réussit, ce sont des projets qui sont détruits par les pouvoirs en place avec une très grande violence, comme on a pu le voir encore récemment à Notre-Dame-des-Landes. C'est difficile de faire émerger une alternative qui puisse séduire et déstabiliser le système, quoi. Je suis d'accord, c'est compliqué et le but a toujours été dans l'histoire de supprimer ces expériences ces expériences démocratiques, ces expériences d'égalité, pour surtout montrer que ne pas donner d'exemple pour les autres, déjà, de pas donner l'envie à d'autres de faire la même chose, surtout pas. Il faudrait quand même pas que le peuple se prenne à avoir des idées de liberté et d'égalité quand même, et à décider par lui-même. Ça, ce serait dramatique pour les puissants qui nous dirigent. Donc oui, c'est difficile de parler de ces expériences-là parce qu'elles ont été, pour la plupart, abattues, assassinées, et c'est dramatique. En même temps, je pense qu'il faut justement analyser ce qui a pu se passer dans les périodes historiques précédentes et peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas être naïf, se méfier des traîtres, de tous ceux qui vont vouloir nous inciter à des modes opératoires beaucoup plus autoritaires.
Ça demande de la réflexion, ça demande d'être lucide sur ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être entrer en résistance ou dans la clandestinité, j'en sais rien, c'est possible. Moi, je suis pas quelqu'un qui prône la violence, loin de là. Par contre, je prône la défense. Ouais, ça dépend ce qu'on appelle violence, quoi, aussi. C'est ça. Si on me tape d'à côté, je vais pas tendre l'autre joue. Ça, c'est pas moi du tout. Par contre, j'estime que nous sommes en droit de nous défendre si on nous attaque et si on menace notre intégrité et notre vie. Et d'où l'importance de réfléchir à la notion de violence. D'où vient cette violence? Aujourd'hui, j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup de la part des forces de l'ordre sur le terrain, des abus de pouvoir, des agressions verbales. J'en vois énormément et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à méditer dès que nous sortirons de cette crise avant de passer à d'autres. J'ai beaucoup d'amis qui réfléchissent. On est nombreux dans ce cas-là à se dire qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour promouvoir nos idées de justice, de liberté, d'égalité, etc. Ou est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il faut faire profil bas pendant un temps parce que ce qu'on peut dire n'est pas audible aujourd'hui? Je sais pas, je me pose beaucoup de questions. C'est probable. C'est probable qu'aujourd'hui, on a une grande partie de notre population, des habitants de cette terre, focalisés sur une maladie, un virus, une pandémie. On baigne dans un discours guerrier en permanence. On nous parle d'union nationale, il y a des relents très pétainistes aussi dans certains discours politiques, donc il faudrait qu'on s'en méfie quand même. Et évidemment, tous les efforts sont mis dans la lutte contre ce virus pour essayer de s'en sortir. Et peut-être que certaines réflexions sur la société d'après, sur le monde que l'on souhaite après, pas forcément entendable par tous. Voilà. Mais moi, j'estime que la base, c'est de faire de l'éducation populaire politique. Donc, il y a beaucoup de gens qui partagent des documentaires sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'en fais partie. De partager des idées de lecture, de podcasts, d'interviews, de documentaires à visionner en famille ou tout seul. Pour moi, c'est ça qui est important. Et dans les idées de lecture que j'avais données dans un média récemment, j'avais dit, moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est par exemple un livre comme Anthropia de Samuel Alexander. Parce que c'est une vision très concrète d'un monde post-effondrement, post-capitaliste et post-énergie fossile. Et quand on lit ce livre, après on peut critiquer comme on veut, mais on s'aperçoit que ça peut être beau, et que c'est beau, et qu'on peut y arriver, qu'on s'en sort même très bien. Et je pense qu'on manque d'imaginaire ou de référents. Il faut qu'on arrive à se projeter, que quand on nous dit c'est le retour à la bougie, on puisse répondre non, c'est pas le retour à la bougie. Non, c'est un retour à une réflexion et à un lien avec la nature beaucoup plus fort. Moi, je considère qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde de fous qui ne correspond pas à notre rythme biologique et à ce dont nous avons besoin réellement. Et ça fait partie des choses peut-être positives dont on va pouvoir déduire de ces périodes, de ces semaines de confinement. C'est les gens qui retournent bêcher dans leur jardin pour ceux qu'en ont, se concentrer sur des choses essentielles, supprimer, ne plus être immergé dans de la publicité permanente, etc. Peut-être, je l'espère, on verra des prises de conscience de ce genre, mais j'ai très très peur que la période qui va suivre, la sortie de confinement, nous replongera dans un monde capitaliste et un monde de fous, à un rythme complètement effréné, et pour justement rattraper le temps, rattraper en matière économique, sauf que ça ne se rattrape jamais, et surtout qu'on va se tuer à la tâche. Ouais, c'était un peu ma
Ma question d'après, c'était est-ce qu'on a entendu quand même des grands discours sur le changement profond de vision qu'on allait mettre en place le jour d'après. Est-ce qu'on peut vraiment espérer qu'on verdisse le capitalisme et le système? Est-ce qu'il y a des choses à attendre des plans de relance économique ou est-ce qu'on est définitivement défaitiste sur la suite? Il y a deux aspects, je pense. Un qui est positif, l'autre qui l'est moins. L'aspect négatif, c'est que tout ce que je peux lire aujourd'hui de décisions politiques, économiques dans le monde représente des abolitions des normes environnementales et des retours en arrière catastrophiques. Rien que pour notre pays, la possibilité d'épandre des pesticides au ras des maisons m'inquiète fortement. C'est un petit exemple, mais c'est mondial. C'est-à-dire que le relâchement sur tout ce qui pouvait nous protéger, protéger la santé publique est en train de disparaître et ça, évidemment, ça m'inquiète lourdement. En même temps, c'est tellement énorme que peut-être que ça suscitera des réactions fortes en opposition, des réactions fortes de la part de la population qui se dira mais ça devient fou, enfin on marche sur la tête, on peut quand même pas accepter et tolérer ça. Ça c'est la première chose qui est pas forcément positive, loin de là. Mais ensuite je pense que ça a provoqué, en tout cas je le vois déjà aujourd'hui sans attendre la fin du confinement, ça a provoqué quand même une prise de conscience de ce que peut être un effondrement écologique, social, démocratique, mais surtout écologique aujourd'hui. Des gens qui ne m'en parlaient pas du tout auparavant et qui aujourd'hui se disent oui, c'est vrai, l'autonomie alimentaire, énergétique, ce sont des préoccupations qu'on doit tous avoir. Essayons de travailler en réseau, de ne pas être tout seul dans son coin à imaginer être autonome, ça n'existera jamais, mais avec les voisins, avec d'autres lieux, d'autres communes, localement. Ben voilà, il y a quelques indices comme ça que je ressens et qui me permettent d'être positive. C'est quand, voilà, je pense qu'une partie de la population aura en tout cas peut-être compris que ce genre d'événement peut se reproduire, qu'il ne faut pas forcément se tourner vers le gouvernement pour avoir des solutions, mais qu'il faudra anticiper collectivement entre nous et que c'est possible. Par rapport justement au principe, au système démocratique en France, vous vous positionnez comment? Vous allez continuer à aller voter ou plus du tout? Aujourd'hui, je pense que qu'on aille voter, qu'on n'aille pas voter, ça ne change rien du tout par rapport aux décisions qui sont prises, première chose. Ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif en France, c'est du théâtre. C'est une pièce de théâtre écrite à l'avance, très bien rodée, avec toujours la même conclusion, c'est le gouvernement qui décide, et ce sont surtout les lobbies des multinationales qui décident, que vous alliez voter ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en 1789, la BCIS nous a imposé une démocratie représentative dans notre pays pour éviter une démocratie, pour éviter une vraie démocratie du peuple, par le peuple. Ça, c'est crucial. C'est parce que dans notre pays, on a toujours eu peur que des gens comme ça, venus de rien, décident ensemble et prennent des décisions dans l'intérêt général. Et donc, il fallait absolument que le pouvoir soit aux mains de personnes qui savent, quasiment des élus de droit divin. En tout cas, ceux qui savent. Il fallait surtout pas que le pouvoir soit dans les mains d'une population qui pourrait décider par elle-même. Première chose. Donc, on a inventé le vote pour élire des représentants. En tout cas, on a voté pour élire des représentants qui réfléchissent à notre place. C'est très infantilisant. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis persuadée qu'on peut faire autrement qu'en allant voter pour élire des représentants. On peut avoir des assemblées locales. C'est ce que décrit parfaitement Murray Bookchin dans son analyse et dans sa création du concept d'écologie sociale. On peut avoir des assemblées locales avec des personnes qui décident entre elles. Ça peut être au consensus, ça peut être... on peut prendre des décisions en sociocratie. Il y a différentes méthodes qui peuvent être pratiquées dans la prise de décision sans passer par le vote.
Alors on nous bassine à longueur de temps comme quoi des gens seraient morts pour le droit de vote. Eh bien non, personne n'est mort pour le droit de vote. Des gens sont morts pour plus de justice, plus d'égalité, d'acquis sociaux, de temps libre. Des gens sont morts en luttant contre le travail des enfants, le travail des précaires, etc. Oui, là les gens sont morts. Pour le droit de vote, non. Non, il n'y en a pas eu. Le vote est un moyen parmi plein d'autres d'exercer un pouvoir collectif. Et malheureusement, on nous a longtemps fait croire que c'était le seul. Je me souviens, moi-même, j'étais en rage contre ces maudits abstentionnistes, etc. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, quelle horreur j'ai pu proférer à leur égard. C'est triste. Aujourd'hui, je crois dans le pouvoir politique, et je ne crois pas dans le vote. Je crois dans l'action politique, je ne crois pas dans le vote. Je crois dans la richesse des échanges et des discussions en assemblée locale qui débouchent sur des décisions concrètes et des règles de vie prises ensemble, dans l'intérêt général et non pas pour favoriser les intérêts financiers de telle multinationale ou de Coca-Cola ou d'Amazon et j'en passe. Voilà ce que je crois. Et souvent, on nous bassine en nous disant « mais c'est possible, oui, mais à 200 habitants peut-être, mais pas à 1 million, etc. » Effectivement, dans une métropole, c'est très difficile d'exercer son pouvoir démocratique, son pouvoir de décision. Et c'est pour ça que les métropoles ont été inventées, entre autres. Par contre, on peut réduire l'échelle. On a eu un lavage de cerveau, on a eu une éducation, une façon de voir les choses qui fait qu'aujourd'hui, éducation civique rime avec vote, rime avec démocratie représentative, des élus, etc. Et le calendrier électoral est pour moi un carcan qui, justement, empêche de réfléchir à un échelon, ou en tout cas à une vitesse humaine. On a ce calendrier électoral qui revient chaque année, on vote. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quasiment ça. J'ai pas vu d'amélioration. Je sais pas vous, mais moi non. Les choses belles que je vois, ce sont dans les initiatives directes prises par les gens qui s'associent entre eux. Un exemple, l'entreprise Viomé en Thessalonique, dont je parle dans le livre, qui fabriquait avant des cols pour carrelage, donc a fait faillite et les salariés ont repris l'entreprise en coopérative pour la transformer en production de produits d'entretien bio, naturels. Et ils essayent, ils ont une entreprise qui n'est pas faite pour produire, elle est là aussi pour créer du lien social. Elle est aussi culturelle qu'économique. Et je suis admirative de ce qui s'y passe, sauf que il fallait légaliser la propriété, en tout cas, il fallait sécuriser le lieu dans lequel il se trouvait. Tsipras ne l'a pas fait malgré ses promesses, donc encore une fois, je vois pas comment. C'est difficile de croire en capacité des politiques. Et aujourd'hui, leur existence est menacée, simplement parce que la droite est revenue au pouvoir en Grèce, et que leur mode de fonctionnement déplaît fortement. Et bien sûr que ça déplaît, sauf qu'il marche. Et il donne du sens au travail de chacun. Tout le monde chacun trouve sa place au sein de cette coopérative, quel que soit le niveau d'études, la capacité à s'exprimer ou pas. Enfin, on prend en considération tout le monde. Et ça devrait être ça notre objectif, finalement, de tous les jours. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes ou en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite.